À la veille de l'élection américaine, il y a toujours cette folle proposition du candidat Donald Trump, bâtir un immense mur pour protéger les Américains de la menace mexicaine. On va donc aller voir de plus près à quoi ressemble cette frontière. C'est le point géographie du jour. Bienvenue à tous. Et la première question, c'est tout simplement, y a-t-il beaucoup de migrants qui traversent cette frontière? La réponse, c'est oui, évidemment. La frontière Mexique-États-Unis, qui mesure 3200 km de long, c'est la plus traversée au monde. La preuve, parmi les 41 millions d'étrangers que comptent les États-Unis, la moitié sont des latino-américains et le tiers sont des Mexicains. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'a priori, les Mexicains sont de moins en moins nombreux à vouloir venir aux États-Unis. La preuve, entre 2003 et 2007, ils étaient 1,9 million à avoir traversé la frontière. Entre 2008 et 2012, ils n'étaient plus que 800 000. Un autre chiffre important, entre 2005 et 2010, les Mexicains ont été plus nombreux à revenir au Mexique qu'à partir de leur pays pour retourner aux États-Unis. On en vient donc à la deuxième question, à quoi va servir ce mur ? Eh bien, le but, évidemment, c'est d'empêcher les migrants mexicains illégaux, ceux qu'on a peur de ne pas intégrer, qui pourraient piquer le travail des Américains et qui alimentent parfois des trafics, comme le trafic de drogue. C'est un objectif ancien, puisque dès la fin des années 80, on commence à construire des portions de murs à la frontière entre Mexique et États-Unis. On poursuit la construction et on la renforce après les attentats du 11 septembre 2001 pour limiter le risque terroriste. Et puis à ces murs, il faut ajouter la surveillance, puisque aujourd'hui, on a environ 21 000 gardes-frontières qui surveillent en permanence cette limite entre les deux pays. Mais en même temps, l'obstacle le plus important, ce n'est peut-être pas le mur, c'est plutôt l'aridité très forte du point de vue du climat que l'on trouve notamment à l'ouest de la zone, et puis à l'est, l'importance de la grande vallée du Rio Grande, un fleuve qu'il est difficile de franchir. Résultat, en 15 ans, ce sont pas moins de 7000 cadavres de migrants que l'on a retrouvés. Troisième question, les Américains peuvent-ils faire sans les Mexicains ? La réponse, c'est pas vraiment parce que les Hispano-Américains sont déjà très présents, très nombreux aux États-Unis. C'est la première minorité du pays, surtout dans les États qui sont le plus proches de la frontière. Le record, on le voit sur la carte, il est détenu par le Nouveau-Mexique où plus de 40% de la population est hispano-américaine. Ensuite, les échanges d'hommes et de marchandises sont très nombreux, comme le montre ce système de villes jumelles qui sont tout le long de la frontière, l'une côté américain, l'autre côté mexicain. C'est autour de ces villes que se trouve le système des maquiladoras. Ce sont ces usines qui emploient au Mexique une main-d'œuvre pas chère pour assembler des produits comme des télévisions qui sont ensuite mises dans un camion et transportées jusqu'aux États-Unis où elles sont vendues à un prix abordable. Et puis les Mexicains, qu'ils soient migrants légaux ou illégaux, franchissent quotidiennement la frontière pour travailler aux États-Unis à un moindre coût, par exemple dans les secteurs de l'agriculture ou encore des services à la personne et des emplois domestiques. Ça coûte moins cher pour les Américains, ils ont donc besoin de cette main-d'œuvre. Et l'avantage, c'est que bien souvent, contrairement à ce qu'on pense, les Mexicains ne veulent pas forcément rester aux États-Unis, ils préfèrent rentrer dans leur pays simplement en ayant un petit peu plus d'argent qu'auparavant. Inutile de dire donc que les Américains, retranchés hermétiquement derrière leur mur et protégés des Mexicains, on n'y croit pas trop, parce que oui, une frontière ça sépare, mais ça sert aussi à rapprocher, et généralement c'est utile aux deux pays en question, les États-Unis y compris.